de votre protocole. Ça, c'est... Si vous voulez, nous, avec notre protocole, on a maintenant il y a 3400 personnes qui ont été traitées comme ça, et donc le pourcentage de mortalité est à 0,5 ou 0,7%, ce qui fait un des plus bas qui soit. Donc c'est très bas, donc nous on est très contents. Toutes ces histoires de toxicité, on n'a jamais vu ça, c'est un fantasme à laquelle je me demande, c'est vraiment une question, je me demande comment les gens ont pu croire une chose pareille. Ça veut dire c'est que les gens qui ont véhiculé ça, et c'est une vraie question que je compte pas en poser au plus haut niveau, c'est comment le directeur de la NSM a pu laisser partir une chose pareille, alors qu'il vous suffit de connaître un médecin praticien pour savoir que c'est pas vrai. D'accord ? Vous savez combien il s'est vendu de pilules de plaquenil l'année dernière en France ? 36 millions. D'accord ? Comment vous pouvez dire en 2020 que c'est une poison mortelle, un truc qui a été vendu à 36 millions d'exemplaires? Comment c'est possible? Il n'y a pas un médecin qui ne sache pas que c'est un produit banal qu'on donne pour l'arthrite, qu'on donne au truc et qu'on a donné. Moi, quand je suis venu en Afrique, on mangeait tous les matins, on mangeait de la chloroquine. Mais alors comment vous expliquez que certaines études précisément, et notamment les études américaines, concluent à la dangerosité, à la toxicité? Si vous voulez, il y a des choses, d'abord il y a des choses qui ne sont pas des études. Si vous voulez, c'est frappant d'ailleurs, comme tout le monde manque de raison, si vous voulez, ça devient impossible de travailler. Alors, il y a des choses qui ne sont pas des études, qui sont des saisies de données. Dans ces saisies de données, c'est ce qui s'est passé avec le truc des vétérans, on saisit les données, on ne sait pas quand les médicaments ont été donnés, on ne sait pas quelle est la dose, on ne sait pas... Tout ce qu'on voit, c'est quand on analyse, c'est que les populations sont radicalement différentes, en particulier sur un critère que nous on connaît bien, qui est quand il y a plus de lymphocytes, c'est chez les gens meurent. Et donc on voit très bien, il y a un parallélisme presque, par hasard, assez extraordinaire entre la mortalité et le nombre de lymphocytes, quel que soit le traitement qui a été donné. Donc, d'abord, c'est les gens qui sont en fin de course. Sur les nous, 27% de mortalité, il n'y a pas une réanimation qui est 27% de réanimation de mortalité en France. Je ne sais pas qui ils ont traité. S'ils ne les traitent pas, parce qu'ils font. Mais on n'a pas ça. Nous, ici, à Marseille, ils ont 9-10% de mortalité. D'accord ? Donc, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas des études. Quant aux autres, écoutez, après, l'hydroxychloroquine et la chloroquine, tout le monde savait ça. Vous savez, s'ils en prenaient suffisamment, vous mourrez. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés. Oui, c'est ça. Et comme avec le Doliprane, on peut se suicider. Vous savez. Vous triplez la dose, vous vous suicidez. Vous savez. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'il y a des dingues qui utilisent des doses de fous, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas manié ces choses-là et que ça remet en cause la sécurité d'un médicament. C'est idiot. Précisément, c'est un médicament à faible marge thérapeutique, comme on dit. C'est-à-dire que la dose... Non, pas à ce point. Pas à ce point, mais si vous donnez à des gens... Mais ma question est la suivante, c'est la question de la dose est essentielle, c'est-à-dire celle qui est donnée peut influencer précisément le résultat des études. C'est pas ça, c'est que si vous voulez, il y a des bricoleurs partout, d'accord. Moi je ne suis pas un bricoleur, voilà. Donc je peux vous dire, si vous prenez n'importe quel livre de médecine, il y a au moins 10 traitements dans le monde qui sont pris dans toutes les encyclopédies médicales que j'ai inventées, d'accord. Donc je ne suis pas un bricoleur dans la médecine. Donc, ce médicament, l'hydroxychloroquine, moi, j'ai inventé son usage pour le traitement des infections bactériennes. D'accord ? J'ai inventé ça il y a 25 ans. Et ça fait 25 ans, j'ai traité à peu près 3 ou 4 000 personnes personnellement avec ce médicament, associé avec la doxycycline, dans une maladie qui s'appelle la fièvre Q, une maladie qui s'appelle la maladie de Whipple, qui sont les maladies pour lesquelles je suis la référence mondiale depuis 30 ans. D'accord ? Donc, je connais ce médicament par cœur. J'ai évaluer les concentrations que l'on avait quand on prenait 600 mg. On fait des dosages de médicaments. Ici, vous voyez, dans ce travail, on a dosé 1300 fois l'hydroxychloroquine dans le sang chez les malades qu'on a traités. On dose ça, on fait attention. Voilà, c'est des médicaments qu'on maîtrise et c'est des gens que je traite en fonction de leur pathologie entre 1 an et 2 ans. C'est pas 10 jours, hein, entre 1 an et 2 ans. Et bien entendu, moi, le temps pour lequel je traite, ça n'a rien à voir à côté de ce que font les rhumatologues qui les traitent 30 ans, 40 ans. Pour des maladies comme ça. Les maladies inflammatoires, ouais. Ouais, bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est un médicament que moi je connais très bien. J'ai pris la posologie que moi je maîtrise très bien. Encore une fois, j'ai prescrit chez 3000 patients sans jamais avoir de problème.
Et donc, pour moi, c'est pas un problème. Comme pour l'azithromycine, donc la chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est probablement, il y a probablement que l'aspirine qui a été plus prescrit que ça dans l'histoire du monde. Donc, c'est pas une fantaisie. C'est un médicament banal. D'accord? C'est ce que disaient les Chinois. D'ailleurs, honnêtement, il y a une différence d'intelligence dans les choix qui ont été pris en Extrême-Orient et en Europe qui est choquante. Hein. Les Chinois, prenez les premiers à avoir le virus, c'est eux. Ils ont testé le virus au laboratoire. Ils ont dit il y a 2 trucs qui marchent au laboratoire, c'est la chloroquine et la remdesivir. On va prendre la chloroquine parce que c'est pas cher, on le connaît bien, et puis on va pouvoir le distribuer à tout le monde. D'ailleurs, au moment où je dis, moi, écoutez, ce truc qui les a tellement excités, fin de partie, vous voyez, c'est là. C'est exactement là, en Chine. C'est là où je dis fin de partie. Mais c'est vraiment la fin de partie. Je ne vends pas les choses. Moi, je suis un homme de données. J'ai pas d'opinion. Et pour la deuxième vague, vous pensez quoi? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regardez, attention au déconfinement, attention, ça va revenir. Il y a des gens qui ont besoin de la peur pour exister, c'est leur vie, c'est comme ça. Moi, j'ai pas besoin de la peur pour exister. Je suis plutôt embêté par ça, mais comme c'est mon métier, je suis obligé de le faire. Donc là, il est parti. Le virus, pour vous, c'est pas. Si vous voulez, moi, je ne fais jamais de prédiction. Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des épidémies ont une forme en cloche d'une épidémie. On sait ça depuis très longtemps. C'est très difficile à expliquer. C'est très compliqué parce que ça commence progressivement et le virus apparaît de plus en plus infectieux, de plus en plus grave. Et puis ça culmine à un moment, et à un moment, ça redescend. Et quand ça redescend, ça redescend. Et cette histoire de rebond n'existe pas. Elle n'existe dans aucun des modèles. C'est pas vrai. Les gens fantasment sur la grippe espagnole, qui s'est passé il y a 100 ans. Quel que soit le nombre de gens, l'immunité globale de la population. Non, mais là aussi, c'est une invention. Voilà, c'est une invention, c'est les gens qui modélisent la réalité. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Voilà, il y a d'ailleurs, je l'ai montré hier sur ma vidéo, il y a un très bon site qu'un ami m'a envoyé, dans lequel il regarde partout dans le monde où c'est passé, il y a la même courbe qui se passe. Et si vous regardez la nôtre, nous on est les seuls à avoir ça, parce qu'on est les seuls à avoir testé les gens en France. Mais vous avez Marseille, vous voulez dire Marseille, oui. Vous avez la même courbe ici, vous voyez. C'est une courbe en cloche. Sauf en Afrique, il n'y a pas beaucoup de cas pour l'instant. Vous pensez pour que l'instant, c'est une prévention, c'est possible. Vous savez, toutes les maladies infectieuses sont les maladies d'écosystème. Donc, elles ne sont pas les mêmes. Si vous voulez, on ne peut pas faire des généralisations dessus d'un endroit à l'autre, d'une saison à l'autre, en fonction du peuple, du niveau de population, en fonction des contacts sociaux, si vous voulez. Donc si les gens s'embrassent, se touchent, c'est pas la même chose que les Japonais qui ont toujours une distance sociale. Vous n'avez pas les mêmes risques de contamination. La contagion, c'est une complexité extrême. C'est pas un truc de mathématicien. C'est un truc, c'est très compliqué. Et donc c'est une des raisons qui fait qu'on est souvent, nous, on n'est pas en accord avec ce qui se dit à un moment, mais à la fin, de toute manière, c'est ceux qui ont les chiffres qui ont raison. Moi, il n'y a que les données pratiques qui m'intéressent. Le reste, ça m'est égal. Les opinions ne m'intéressent pas. En particulier, sur une maladie nouvelle, on ne peut pas avoir d'opinion sur une maladie nouvelle. Il faut attendre et lutter au jour le jour pour essayer d'empêcher les cas, soigner les gens, puis voilà. Et rassurer si on peut. Hein? Ça, c'est une maladie nouvelle, au fait, et vous connaissez plus de choses maintenant qu'avant. Bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est une maladie qui n'existait pas. Elle est apparue fin décembre en Chine, personne ne la connaissait. Donc tout ce que tout le monde a prédit et tout est entièrement faux, et ne pouvait être que faux. Même sur la grippe, on n'arrive pas à prévoir d'une année sur l'autre. Vous imaginez une maladie que vous ne connaissez même pas, comment vous pouvez le prévoir? On nourrit de grands espoirs sur un vaccin, notamment provenant de Oxford. Est-ce que ce vaccin va être utile? Autrement dit, est-ce que ce coronavirus est saisonnier? C'est trop. Mais non, mais encore une fois, vous me demandez de prédire l'avenir. Alors, c'est rien du tout. C'est une maladie qu'on ne connaît pas. On ne sait pas aussi bien elle va disparaître purement et complètement, et on n'entendra plus jamais parler, comme le SARS, quand même. Le SARS a disparu en juillet, puis il n'y a plus aucun cas, nulle part. Mais parce qu'il n'y a plus de porteurs, c'est ça? Il n'y a plus de porteurs chroniques, c'est ça? Oui, mais là, il n'y a pas de porteurs chroniques non plus. Là. Des gens qui se réinfectent peuvent devenir des porteurs chroniques? Je ne sais pas d'où c'est sorti. Mais ça, c'est l'OMS qui a dit que rien ne... C'est des trucs inventés. Non, mais c'est des trucs inventés. Non, mais après, entre le possible, si vous voulez le démontrer, il y a une frontière sur laquelle moi je ne veux pas le truc. Les gens qui prennent, moi je ne crois pas aux devins. Donc c'est comme ça, c'est ma nature. Je ne les crois pas, je les écoute même pas. C'est pour ça que j'ai quitté ce conseil scientifique. Je ne veux pas être dans un conseil avec des devins. Voilà, je suis contre. Chacun son rôle. Moi je ne suis pas un devin. La seule chose qui m'intéresse, c'est les données. Or, personne, je ne sais pas au monde, en tout cas en Europe, personne n'a des données comme nous. Nous, on a les données que personne n'a. Voilà. On a vu 25 000 personnes sont venues nous voir. C'est un problème, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. 25 000 personnes. Donc on a fait
pour les tester. Et nous, des tests, on a fait 100 000 tests. Je veux dire, on peut faire des statistiques, hein. Personne n'a ça. Quand les gens se posaient la question de savoir si les enfants étaient porteurs ou pas, on était les seuls à avoir les données. Donc on savait que c'était pas vrai, les enfants n'étaient pas porteurs, les enfants n'étaient pas malades. On était les seuls à savoir, parce que personne ne les avait testés. Donc si vous voulez, à force de fantasmer, là, vous prenez des médecins de bureau qui n'ont pas de labo, et vous leur demandez l'avenir, ils peuvent dire que dans les boules de cristal. Hein. Et donc comme ils finissent par discuter ensemble, c'est un peu le même groupe qui discute ensemble, c'est le même groupe, c'est les mêmes qui travaillaient sur le sida ensemble, c'est tous les mêmes, c'est le même groupe que Reacting, tout ça c'est les mêmes. Ils n'ont pas de données brutes, ils n'ont pas de données réelles, ils n'ont pas de laboratoire pour leur fournir. Vous ne croyez pas que Pasteur peut fournir des datas, enfin vous imaginez que Pasteur est capable de faire 100 000 tests, mais vous rigolez, quand ils font 15 tests par jour, ils sont débordés. C'est pas vrai. Mais pourquoi, c'est ça la question, c'est pourquoi s'ils ont les moyens de faire... Non mais Pasteur n'a pas les moyens, c'est parce que depuis... il faut que vous lisiez mon livre. Vous n'avez qu'à lire mon livre aussi. Le dernier. Oui. Moi, j'ai commencé avec le premier truc que j'ai fait en France, hein, parce que j'ai commencé bien avant à m'occuper des épidémies. C'était quand il y a eu cette espèce d'alerte sur le terrorisme. Et au bout de 48 heures, on s'est rendu compte qu'on était le seul laboratoire capable de tester les poudres. On a fait un tiers des poudres alors qu'on n'avait pas vocation à ça. À Paris, il n'y a pas un CHU qui l'ont fait. Le personnel me dit de se retirer parce qu'ils avaient peur. Pasteur ne pouvait pas le faire parce qu'il ne travaille pas le samedi, le dimanche, il s'arrête à 4h30 l'après-midi. Et l'armée, ils avaient un technicien et demi pour travailler là-dessus. Donc quand vous avez commencé à recevoir 50 poudres par jour, c'est fini, vous ne pouvez plus le faire. Donc les seuls qui pouvaient le faire, c'est les CHU. Moi, c'est pour ça que j'avais dit, écoutez, il faudrait que vous ayez, je ne sais pas, 6-7 CHU qui soient capables de répondre à une crise sanitaire. Après, les rapports, c'est les rapports. Hein. Ils ne sont pas toujours suivis des faits. Celui-là n'a pas été, c'est tout. Mais moi, j'ai continué à penser ça. Ensuite, j'ai vu en Chine comment ils faisaient en Chine. Moi, j'ai fait comme les gens font en Chine. Et c'est pour ça que les Chinois me sont passés devant bien. Ils sont très, très loin devant nous. Et pour attraper un truc comme ça, il n'y a plus que nous qui sommes compétitifs avec les Chinois. Parce qu'il n'y a plus que nous qui testons en masse, qui regardons en masse, qui traitons systématiquement. Les Chinois, ils ne sont pas venus me poser les questions qu'ils se posent. Et ici, on renvoyait les gens en leur disant, c'est pas la peine de vous traiter. En Chine, ils disaient, leur donnez pas plus de 3 antiviraux. C'est un monde complet, ça. Il y a un monde, eux, ils étaient en médecine, qui veut dire, écoutez, pas plus de 3 antiviraux. Ils avaient tous 3 antiviraux. Hein, un truc qui vient de Russie, de la chloroquine, pour certains, du lopinavir, pour d'autres, de l'alpha-interféron par aérosol. Ils avaient tous 3 antiviraux. Hein. Donc, si vous voulez, c'est une approche qui est radicalement... Moi, je me sens beaucoup plus, je le dis depuis le début, je me sens beaucoup plus proche de l'approche qui est très pragmatique. Il faut des chiffres. Quand on a des chiffres, il faut diagnostiquer les gens, il faut les isoler, il faut les traiter. Voilà, c'est une approche médicale. Et précisément, ouais. Le Conseil de l'Ordre lance la polémique à votre propos en menaçant des sanctions contre vous. Non, je ne crois pas que ça n'a jamais été contre moi. Je pense que, si vous voulez, j'en sais rien, je ne veux pas analyser les choses à la place des autres, que le Conseil de l'Ordre dise aux médecins... Moi, je suis, vous savez, jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, je suis un universitaire, et les universitaires ont le droit de s'exprimer, si vous voulez, sur tout leur sujet de recherche depuis le Moyen-Âge. Ça fait partie de la Constitution. Alors, vraiment, quand on attaque un machin comme ça, c'est le forêt du temps. Donc, et c'est partout en Europe comme ça. Donc, ça ne peut pas me concerner moi, je ne me sens absolument pas concerné. Donc après que les types disent, écoutez, faites attention, dans la folie actuelle, chaque médecin ne peut pas donner son avis à la radio, sur les réseaux sociaux, sur son traitement, que le Conseil de l'Ordre dise ça, je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait dire, mais ça paraît raisonnable de faire attention. Vous traitez, chaque médecin a le devoir de traiter son malade du mieux qu'il peut, dans sa meilleure connaissance de la science. Et donc c'est un choix individuel. Alors, moi j'avais eu cette discussion avec le directeur général de la santé, et je lui dis, mais attendez, comme médecin, je fais ce que je veux. J'ai responsabilité de mon malade. L'AMM, c'est une chose, mais moi, mon malade, je dois le soigner. Et donc, c'est un accord entre le malade et moi. Et ça, c'est un Hippocrate. Personne ne peut revenir dessus. Hein. Donc, et lui, il me l'a confirmé, alors par écrit. Donc, faites ce que... Mais simplement, ça ne peut pas rentrer dans le protocole de recherche, sauf à être validé à l'extérieur, ce qui est vrai. Mais donc, le soin est une chose, la recherche est une autre. Et il y a un peu une confusion, moi je trouve, hein, dans ce pays, entre le soin et la recherche. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est le soin. Il y a des gens, ce qui les intéressait, c'était la recherche. D'accord ? Et donc, y compris à empêcher, à la différence de ce qu'ont fait les Chinois, de faire du soin pour pouvoir faire de la recherche. Oui. De soigner, c'est ça, de soigner. En pleine crise. Oui. Non, mais il y a un truc, c'est quand même, on disait aux gens de ne pas se soigner quand même.
c'est de ne pas les soigner, quand même. C'est une vraie question. Enfin, je sais pas, à un moment, il va y avoir une vraie question. Et quand est sorti l'hydroxychloroquine et que nous, on a commencé à travailler dessus, il y a eu une réaction qui est quelque chose qui montre que c'est délirant. Encore une fois, il faudra demander au directeur de la NSM comment il a laissé courir un bruit pareil, alors que son prédécesseur, que je connais très bien, a fait pris officiellement position en disant que c'était pas vrai. Comme le directeur de la haute autorité de santé a pris une position et son prédécesseur a dit c'est pas vrai. Donc on est quand même dans une situation dans laquelle les deux prédécesseurs des gens qui sont là en place disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là. Donc c'est pas de la science, là, c'est de l'opinion. Hein. Et avoir l'opinion que l'hydroxychloroquine est un grand poison, c'est une opinion de fou. Voilà. Ouais. C'est quelque chose. On se demande pourquoi cette cabale. C'est pas une cabale, j'en sais rien, les choses sont multiples. Encore une fois... On parle d'enjeux de laboratoire, d'enjeux économiques... Vous savez, je sais pas quel rôle ça joue, mais je peux vous dire que les fluctuations de Gilead font qu'il s'est échangé pour 9 milliards de dollars d'actions en un mois et demi. D'accord. Donc là-dedans, il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants, mais il y a eu des gagnants. Ouais. C'est pas des petits sous. Alors maintenant, tout le monde parle de la reprise de l'école à partir graduellement le 11 mai. Et puis aujourd'hui, ou depuis hier, ils parlent de cette nouvelle maladie là, qui ressemble au vous avez vu, Kawasaki, pour les Royaumes-Unis justement. Non mais globalement, si vous voulez, moi, encore une fois, je ne suis pas journaliste. Donc si vous voulez, les bruits, on en parle, ça s'arrête. Ouais, d'accord. Moi, je lis les articles quand ils sont publiés, qu'on a les données pour les analyser. Quand on a des données pour les analyser, d'ailleurs on est sidéré, hein, quand vous voyez le seul papier qui a été publié sur Remdesivir, si vous voulez, il n'y a personne d'autre ne pourrait se payer un papier pareil. Ça ne veut rien dire, il manque le tiers des malades, et donc à la fin, c'est inouï de publier un papier comme ça. Vous voyez, dans le meilleur journal du monde, un grand journal médecine publie des choses. Donc nos groupes de comparatifs étaient insuffisants, mais là il n'y a pas de groupe comparatif du tout, ils disent juste à la fin, c'est très bien. C'est incroyable. Et en plus, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire, toute l'histoire de Remdesivir, c'est aussi incompréhensible que l'histoire de l'hydroxychloroquine. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ouais. Remdesivir est un antiviral. D'accord ? Vous savez, il avait déjà testé, il a essayé de le recycler parce qu'il a essayé de mettre ça pour Ebola, déjà ça ne marchait pas. Et c'est un antiviral qui est très toxique. Donc, on le sait. Donc, il y a plein d'effets secondaires. D'accord ? Donc, si vous regardez le coronavirus, au début, vous ne savez pas, la mortalité en fonction des endroits, elle est entre 2, 3, 4%, 5% dans les situations qui ont été moins bien gérées. Et au début, vous ne savez pas ceux qui vont devenir graves et ceux qui ne vont pas l'être. Donc, vous ne pouvez pas prendre le risque, quand vous voyez les gens qui arrivent avec un diagnostic, au début, de mettre du Remdesivir. Vous ne pouvez pas le faire parce que c'est trop toxique. D'accord, ça fout des insuffisances rénales, c'est toxique, c'est un produit toxique. Donc vous pouvez le prendre, mais tout ça est une question de risque-bénéfice. D'accord, donc si vous avez un grand bénéfice à espérer, d'ailleurs dans les études qui ont été faites, dont celle qui a été communiquée à l'OMS et que Gilead a enlevé immédiatement, c'est incroyable aussi, c'est incroyable que la presse se laisse faire comme ça, c'est inouï. C'est que le Remdesivir, ils ont été obligés de l'arrêter dans 10% des cas, tellement c'était toxique. Alors, vous n'imaginez pas de donner à des gens qui sont ambulatoires un truc que vous êtes obligé de donner à l'hôpital par voie veineuse et que vous allez être obligé d'être arrêté, vous avez des insuffisances rénales. Donc c'est un truc, pour que vous ayez un bénéfice à ça, il faut que vous ayez une mortalité de moins de 10%. Vous voyez ? Comme le SARS. Hein ? Comme le SARS. Comme le SARS, voilà. Et là, c'était pas le SARS, c'était une maladie, si vous voulez, qui est un peu plus sévère que la grippe, mais qui n'est pas le SARS du tout. Donc, le Remdesivir pouvant pas être donné au début, qui est le moment où il peut être actif, parce que dans les maladies virales, c'est au début que les antiviraux sont actifs. À la fin de la maladie, quand la maladie s'aggrave, elle est plus virale, elle devient immunitaire. Mais le Remdesivir, c'est pas un médicament immunitaire, c'est un médicament viral, donc ça peut pas marcher à la fin non plus. Donc ça peut marcher ni au début ni à la fin. D'accord ? Donc il n'y a pas de place pour le Remdesivir dans cette affaire. Donc que Gilead devienne le médicament référent, si vous voulez, pour cette maladie, c'est juste un contresens. On sait pas. Et donc, moi, entre ce contresens-là et le contresens de l'hydroxychloroquine, si vous voulez, on finit par se demander si c'est possible d'être aussi fou, si c'est vénal, quoi.
je ne sais pas, comme en plus de ça, beaucoup de gens qui interviennent, moi je vous conseille, si vous n'avez pas ce site-là, qui est très bien, qui s'appelle Eurodoc sur le financement des collègues, vous n'avez qu'à regarder les gens qui vont sur les plateaux de télévision, combien ils ont gagné dans les 4 dernières années, ça va vous faire peur. Hein. Moi, celui qui m'a menacé, c'est celui qui a été le mieux payé, il a touché plus de 500 000 $. Pendant cette période Pendant cette période de 6 ans, là. Non, sur les 6 dernières années, plus de 500 000 $. D'accord. Donc, si vous voulez, moi, après, c'est pas ma nature d'être paranoïaque, hein, donc je m'en fous un peu. Mais globalement, si vous voulez, il y a des coïncidences qui finissent par se multiplier d'une telle manière. Voilà, Madame Lacombe aussi, donc elle est à plus de 200 000 $. Si vous voulez, c'est pas moi qui le dis, il suffit de le regarder. Hein. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, vous finissez par vous dire, voilà, vous finissez par vous dire, écoutez, est-ce que c'est une coïncidence que ces gens, ou est-ce que ça l'est pas? Voilà. Et donc, je me méfie beaucoup, si vous voulez, de tout ce groupe il y a tout un groupe qui a été très alimenté par des relations avec l'industrie qui deviennent, que moi je ne trouve pas saines. Voilà, je ne trouve pas sain de passer son temps en déplacement, en bouffe ensemble, etc., on est copains. Mais vous-même, l'IHU est financé par l'industrie. Sanofi intervient comme un des parrains. Non. Sanofi a été. Au début, on nous demandait de faire, pour créer les IHU, que ce soit en co-développement avec des industriels. Donc moi, j'ai contacté Sanofi pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, je crois qu'il y a un tournant que la plupart des gens n'ont pas connu, pas compris, qui commence à émerger, mais nous, on était déjà intéressés à ça il y a 10 ans, parce que c'est beaucoup ce que j'ai fait dans la vie, c'est le repositionnement des molécules anciennes. D'accord ? Et donc, il se trouve que Sanofi a beaucoup de molécules anciennes, et donc c'était... Vous avez travaillé, entre parenthèses, Sanofi, Farnex et IHU avec les mêmes bases? Non, Farnex nous a contactés pour faire un travail avec nous, mais encore une fois, comme je ne veux pas avoir de conflit d'intérêt, on n'a pas fait d'accord ni financier ni développeur en dehors. Nous, il y a des choses qui nous intéressent. Oui. Donc, moi, ils m'ont demandé de venir les voir, j'aurais parlé 2 ou 3 fois, et puis au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoutez, non, ça ne nous intéresse pas, finalement, on a d'autres chats à fouetter, très bien, d'autres chats à fouetter. Donc, ils ont été partenaires, mais pas du tout de moi, ils ont été partenaires de la fondation. Après, la fondation, vous savez, ils nous ont donné 50 000 euros par an, ça fait 150 000, sur un budget de 100 millions d'euros. Donc, si vous voulez, si vous pensez que la fondation, en plus, vous ne pouvez pas, dans une fondation de cette nature, vous ne pouvez pas flécher l'argent, donc vous ne pouvez pas dire que l'argent sert à un tel à tel, donc ça servait à payer les boursiers, tout ça, payer un bâtiment, les boursiers. Donc, si vous voulez, il n'y a pas du tout de connexion, c'est comme si vous disiez, on a donné de l'argent à la faculté de médecine et vous en bénéficiez, oui, je suis content d'en bénéficier, mais enfin, je n'ai pas de lien avec. Alors, donc, on n'a fait aucun projet avec zéro. Au Liban, là, il y a déjà plusieurs hôpitaux qui suivent votre protocole. Et justement, il y a eu, vous parliez de boursiers, ces étudiants libanais qui sont là. Vous pouvez parler un peu de vos étudiants libanais? Vous êtes, Alors, il y a une collection de libanais. Une collection une collection de libanais, mais c'est le chemin de la Méditerranée. C'est les Phéniciens qui reviennent, là. C'est ça, donc, on a une collection de libanais. Chaque année, depuis pas mal de temps. Et vous avez dans votre équipe quelques médecins libanais ou pas? Oui, bien sûr. Oui, on a des Libanais qui sont restés, un Syrien aussi qui est un type remarquable, parce que la Syrie et le Liban, quand même, c'est pas des différences majeures. Non. À part l'accès à la mer, enfin. Mais qui est plus marginal pour la Syrie. Mais globalement, oui, on a eu beaucoup d'étudiants libanais qui ensuite, il y en a qui retournent au Liban, il y en a qui font leur vie, qui au Canada, aux États-Unis. Et vous êtes en partenariat avec des hôpitaux au Liban ou pas? On avait un partenariat particulier, mais enfin, vous êtes des migrateurs, hein, les Libanais. Oui. Parfois on est obligé. Oui, des fois, on est obligé. Mais globalement, c'est. Oui, mais c'est un peu, il y a une nature libanaise, comme ça je crois, pour les Libanais que je connais, j'ai connu beaucoup de Libanais. Et donc on avait 2 partenaires essentiels, puis il y en a un qui a changé, et l'autre qui veut partir maintenant aux États-Unis, alors qu'on travaille avec eux depuis 7 ou 8 ans. Bon, c'est comme ça, ils changent, ils tournent, ils vont faire fortune ailleurs. Et puis
il y a un nombre d'hôpitaux, et ça, je ne comprends rien du tout. Hein. Oui. Ouf. Il y a les Américains et les Français, c'est ça. Il y a... C'est pas ça, parce que non, mais en plus, Privé. avec vos 17 religions, là, c'est une panique noire 18. entre 18 religions, voilà, entre les trucs. Moi, je sais qu'à un moment, je connais bien l'Amérique. Et donc, il a fait un P3 là-bas, il cherchait une direction, il dit vous connaissez plein de Libanais, vous ne pouvez pas m'envoyer un Libanais ou une Libanaise. Donc, je vais essayer de l'envoyer Libanais, mais c'est important parce qu'en réalité, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit compatible avec les jésuites. Parce que les jésuites, donc là, on rentre dans un degré de complexité. Ouh, c'est complexe. Hein. Oui, c'est plus compliqué que C'est le compliqué. virus actuel. Ouais, c'est compliqué, mais c'est fascinant. Moi, je suis allé au Liban, j'ai adoré le Liban. J'ai trouvé que c'est un pays, c'est fascinant. Touristique ou travail? Non, j'étais invité par un professeur de maladies infectieuses, et donc, mais du coup, j'en ai profité pour voir ce pays. Et comme il y en avait un qui était un professeur de microbiologie dont le frère était responsable de la sécurité au Liban, il nous a emmenés jusqu'à Baalbek. On était les seuls à visiter Baalbek depuis une semaine. Personne n'allait à Baalbek. C'est extraordinaire, Baalbek. Oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Oui, C'est la plaine de la Beka, c'est magnifique, magnifique. Magnifique. D'accord, très bien. Tu veux oui, moi j'ai encore deux questions. Est-ce que c'est la fin de l'épidémie déjà? Encore une fois, je ne sais pas, ne me demandez pas de prédire, mais globalement, la plupart des épidémies se passent en cloche. Voilà. C'est la plupart des épidémies sont comme ça, donc l'histoire du repos, on ne sait pas d'où ça sort. Voilà. Donc on est là, au bout de la cloche. Si on regarde les autres pays, donc il y a une grosse étude qui a été faite pays par pays qui montre. Et pratiquement tous les pays ont une courbe qui est compatible avec la cloche. Donc, si vous voulez, le risque de se tromper, compte tenu du fait que nous, voyons, on a, pour ça, ce sont le nombre de prélèvements qu'on a fait. Donc, je veux dire, on a fait quand même 100 000 tests. Hein. Donc, ça, c'est le nombre de prélèvements qu'on a fait. Ça, c'est le nombre de cas nouveaux qu'on a détectés. Et ça, c'est la proportion des cas positifs. Et tout ça est pareil. Ça se ressemble beaucoup. Donc, on a plutôt l'impression qu'effectivement, on est au bout de la cloche. Si vous voulez. Après, la pente à la fin, qui va dire on est à 97 ou 99%, moi, j'en sais rien. Les types qui ont fait le modèle pour la France, ils disent ça va entre 97 et 99%, ça va être entre le 8 et le 18 mai. Bon, j'en sais rien. Si vous voulez, on peut probablement pas avoir cette précision-là. Mais on voit qu'on est au bout de cette cloche-là. Bon, après, encore une fois, il faut avoir une réserve. Les maladies nouvelles, c'est maladies nouvelles. Bon, déjà, les maladies anciennes, elles sont compliquées à prédire. La plupart du temps, on n'y arrive pas. Mais enfin, les maladies nouvelles... Alors, et un mystère, alors, par rapport à coronavirus, c'est précisément la résistance des enfants qui sont épargnés. Ouais, il y a plusieurs explications. Vous-même, à l'IHU, vous menez une des études. Il y a peu d'études sur le sujet. Il y a une quinzaine d'études en France. Vous en menez une avec l'impact de l'hydroxychloroquine sur les enfants, une population d'enfants. Qu'est-ce que vous pouvez en dire à ce stade? Pour l'instant, c'est prématuré, mais globalement, c'est vrai que les enfants ne font pas de forme grave, déjà. Donc, les enfants sont rarement positifs, pour des raisons qu'on ne comprend pas. Hein, les enfants, c'est de quel âge? Jusqu'à 10 ans, jusqu'à 15 ans. Mais jusqu'à 10 ans, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe du tout. Ensuite, à la différence de la grippe, si vous voulez, la charge virale est banale. Quand ils sont positifs, ils ne sont pas plus positifs que les adultes. Alors que ce n'est pas le cas de la grippe. Hein. La grippe, c'est vraiment une charge virale très importante. Et donc, dans la grippe, c'est vraiment les vecteurs. Hein. Les enfants sont les vecteurs. Donc, d'abord, effectivement, en plus, ils ont des relations sociales qui sont des relations sociales. Les adultes n'ont pas la plupart du temps. Ils se touchent, ils se tripotent, ils s'embrassent, ils se lèchent. Ouais, donc, c'est les enfants. Donc, il y a une contagiosité chez les enfants, du fait de leurs rapports sociaux, du fait de la susceptibilité de la grippe. Et donc, ma foi, on pourrait penser ça ou l'inverse, mais c'est la preuve qu'on ne sait jamais avant d'avoir commencé. Donc, quand on a regardé les données, quand on regarde les données, c'est les données. Après, au début, tout le monde peut avoir des opinions. Moi, j'ai horreur d'avoir des opinions a priori, en particulier sur la maladie nouvelle. Moi, je travaille sur beaucoup d'épidémies. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut d'abord regarder. Au fur et à mesure qu'on avance, on comprend de mieux en mieux la maladie. Bon, là, on la comprend quand même beaucoup mieux que ce qu'on la comprenait avant. Donc, en l'occurrence, chez les enfants, on ne sait pas. Non, pas d'explication. Vous savez, globalement, le savoir, là, dans la contagiosité, c'est un truc qu'on ne comprend pas du tout. On n'a jamais compris. Je ne sais pas si on le comprendra un jour. Hein. C'est très complexe. En général, vous voulez dire. Ouais. Regardez l'histoire de China, c'est une histoire absolument incroyable. C'est-à-dire que, alors que la grippe
bien sûr, c'est l'hiver. L'influenza, ça vient influenza du froid, ça vient l'influence du froid. Donc on a tous l'habitude de penser que jusqu'à il y a 10 ans, on continue à enseigner ça. On ne savait pas qu'il y en avait en Afrique, qu'il y avait autant de grippe. Enfin, et même la grippe, il y a la grippe toute l'année en Afrique. Donc c'est pas le froid qui fait ça. C'est idiot. Mais si chaque année il va y avoir un nouveau virus, on va passer par un confinement, vous pensez? À chaque fois, ça va être aussi fou que ça? Je ne sais pas, si vous voulez, notre société est extrêmement nerveuse. Hein. C'est une société nerveuse. Hein. Donc elle est très nerveuse, notre société. C'est comme ça. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et donc, si vous voulez, la réactivité de la société aux alertes, c'est ce qu'elle est. Hein. Elle est nerveuse. Hein. Elle est très très nerveuse. Et donc, à chaque fois qu'il y a une alerte, il y a un drame pour des choses qui sont pas, qui se révèlent pas changer l'espérance de vie des Français. Et pour en revenir quand même, on ne sait pas si elle va vraiment changer l'espérance de vie des Français. Par rapport à l'année dernière, c'est ça que... Le pire, c'est 2017. Et bizarrement, tout le monde s'en foutait de 2017 parce que c'était pas quelque chose de nouveau. C'était la grippe H3N2 qui a tué beaucoup. Mais alors là, on est loin des chiffres de 2017. Hein. Mais c'est nouveau, donc c'est nouveau, ça fait plus peur, c'est comme ça. J'en reviens, aux enfants. Même si les études sont prématurées, qu'est-ce qu'elles disent, vers quoi convergent-elles? Non, globalement, les enfants déjà n'ont pas des formes, les enfants n'ont pas des formes particulièrement sévères. Hein, donc je crois que... Ils ont besoin d'être traités ou pas? Si vous voulez, la question, c'est que si vous arrive malheur et que vous n'avez pas traité les gens, vous êtes un mauvais docteur, c'est comme ça, c'est la vie. Donc si on peut traiter les gens, que ça ne présente pas... Tout n'est jamais qu'une question. Il y a deux choses. C'est la balance bénéfice-risque, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la relation médecin-malade. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez, mais avant qu'on ait les antibiotiques, on traitait les malades et les pneumonies, on les traitait déjà avant. Donc le médecin, il a toujours traité les malades. Donc cette histoire que les médecins ne traitent plus les malades, c'est une histoire de fou. C'est quoi? C'est un changement de nature des humains. Il y a toujours eu des médecins. Après, ils faisaient ce qu'ils faisaient, on n'arrive pas très bien à évaluer. Des fois, il y a des choses qui nous apparaissent ridicules. Mais enfin, vous savez, les deux plus grandes découvertes thérapeutiques depuis 10 ans, c'est le médicament du paludisme qui est un extrait de plante chinois qui a été utilisé depuis 2000 ans, et c'est la greffe fécale quand même, comme nouveauté technologique, c'est modeste. Hein. Donc, il faut pas, c'est de la médecine, c'est pas de, toute la médecine n'est pas high-tech. Dans la médecine, nous, on n'a pas peur de la haute technologie. Mais, si vous voulez, c'est pas, tout ne sera pas fait à chaque fois, la réponse à quelque chose de nouveau ne sera pas à chaque fois un nouveau médicament. Parfois, c'est des choses qui, voilà, et surtout, les médecins continueront à avoir le devoir de soigner les gens, ne serait-ce que parce que les gens ont besoin d'être soulagés, ils ont besoin qu'on calme leur inquiétude, ils ont l'impression qu'ils ont besoin qu'on les prenne en charge. Enfin, on ne peut pas dire aux gens, enfin moi je ne me vois pas dire aux gens qui téléphonent, écoutez, je suis malade, j'ai de la fièvre, je ne sais pas ce que j'ai, de dire, écoutez, restez à la maison, quand vous ne respirez plus, à l'hôpital pour mourir. Non, mais enfin, c'est pas un truc de docteur, je ne sais pas qui c'est qui a des idées pareilles, mais il ne faut pas le faire. Enfin, il ne faut pas le faire. Hein. D'ailleurs, je peux vous le dire, moi je le sais, je ne sais pas si ça irritera les gens, mais je peux vous le dire, je sais bien, d'ailleurs je l'ai dit, moi j'ai eu l'analyse de tout la vente des médicaments en France. Les gens, ils ont commencé, à partir du moment où on a commencé à le dire, ils ont commencé à traiter les gens avec l'hydroxychloroquine et les trucs, et à Paris encore plus qu'à Marseille. C'est vrai? Bien sûr, c'est pas une question de Paris à Marseille, c'est une question de malades et de médecins. Dans les hôpitaux ou en médecine? Ça, c'est les données de la CNAM. Hein. La CNAM, dans les libéral, quoi. Oui, libéral. Les gens qui se sont fait, on ne va pas les laisser sans les traiter, c'est fou. Certainement avec du coup des ordonnances. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, je peux vous dire que ils l'ont fait. Et puis, vous regardez, là, il vient de sortir un truc sur les hôpitaux américains. Écoutez, oui, puis la France a passé commande pour ses armées de grandes quantités. Oui, enfin, je crois que maintenant, ils font prophylaxie aussi à l'assistance publique de Paris, avec soit un bras azithromycine, un bras truc, et puis toute l'Afrique s'est mise à prendre ça. Et vous regardez, il y a un truc de sondage spécialisé dans les médecins, 57% des médecins qui donnent ça dans le monde. Mais généralement dans le monde. Et donc comment vous pouvez avoir un directeur de la NSM qui dit, écoutez, c'est un truc terrible, et il n'y a aucun médecin le croit. Parce que les médecins le savent bien que c'est pas vrai. En fait, c'est pas possible. Et donc vous voulez interdire un truc que tout le monde fait. De toute manière, tout le monde le fait quand même. Parce qu'heureusement, les gens sont désobéissants, quoi. Il y a plein d'études quand même sur l'hydroxychloroquine dans le monde. Elles sont
étonnamment toute divergence, Non, 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 alors c'est qu'on vrai. a, Non, non. alors que Ça généralement dépend, quand parce que on... les non, dames c'est plus vrai. tard, Non, c'est peut-être. pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que dedans, vous n'avez pas la capacité, puis c'est votre métier, à analyser les données de ces études. Nous, on a regardé les données de ces études. Vous avez une étude française qui est une étude scandaleuse, dans laquelle il y a 8 patients qui ont, on leur a demandé, qui nous expliquent, qui nous donnent les données. Elle n'est pas publiée, elle est en préprint. 8 patients qui sont dans le groupe non hydroxychloroquine, alors qu'ils ont pris l'hydroxychloroquine, mais ils l'ont pris plus de 48 heures après leur arrivée à l'hôpital. Ça, c'est Bichat qui a fait ça. C'est honteux. Mm. On peut Richard, pas faire parce ça. que c'est celle qui a fait Discovery. Là, moi, Ouais. qui était On peut, c'est honteux. S'il est arrivé 2 jours plus tard et c'est dans le groupe hydroxychloroquine, il est arrivé 2 jours plus tard et dans le groupe hydroxychloroquine. C'est pas vrai. Donc Et en si- fait, ce que vous mettez en exergue, c'est qu'elles ne sont pas comparables, ces études, finalement. c'est pas qu'elles sont Et- communes, non, mais ça c'est triché carrément. Hein. Non, Oui. non. Après, si vous voulez, que les gens qui connaissent pas disent avec une étude petite, on peut pas. Le truc, c'est les gens qui connaissent pas vraiment. Parce que si vous avez des différences significatives avec des petits nombres, c'est que c'est extrêmement significatif. Quand vous avez besoin de 10 000 personnes pour voir qu'il y a une différence, en réalité, il n'y a pas de différence. Ça, on en avait discuté Ah. dès le début, sur les Ah. 24 patients. Au contraire, donc vous avez, si vous arrivez à faire la différence sur 20 patients, Mm. écoutez, honnêtement, c'est que la différence est énorme. Mm. Voilà. Et donc, à partir de ça, ça c'est l'éthique médicale. Quand les gens ne sont pas fous, on arrête les protocoles thérapeutiques en cours de traitement si on voit qu'il y a un bras qui est plus efficace que l'autre. C'est comme ça. C'est la règle, c'est une règle de morale. Ce n'est pas de l'éthique, je ne sais plus ce que ça veut dire l'éthique, parce que le comité d'éthique, il est devenu fou. Donc, c'est une règle de morale. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a un truc qui marche mieux pour les malades, on prend le truc qui marche mieux, on arrête les choses dès que c'est significatif. Mais là, c'est pas ça. C'est que c'est pas après, on peut discuter de la méthodologie. Après que les gens qui font la méthodologie publient des trucs sans comparateur du tout, ça c'est quand même un autre, c'est quand même fort de café. Je dis que, Ça, c'est sur Gilead. oui, non mais c'est le même, c'est l'escure, c'est le même, c'est honteux. Enfin, après ils publient 5 dans le Lancet où il n'y a pas de comparatif, et puis dans le New England, je ne sais pas s'ils ont recyclé le même malade ou pas, ils publient un truc sans comparatif, il y a un tiers des patients où on n'a pas les données, ils ont été perdus de vue, on ne sait pas comment on peut perdre de vue des gens qui sont à l'hôpital avec une perfusion. C'est un truc étrange. Et après, il publie un truc dans lequel il dit on a basculé le groupe de gens traités dans le groupe non traité avant de faire la comparaison. Mais qu'est-ce que c'est que ces études? Si vous voulez, là, c'est pas une question de méthodologie. Tout le monde comprend que c'est pas vrai. Donc, une fois que vous avez nettoyé, quand on fait une méta-analyse, on regarde les études et on regarde la crédibilité des études. Et précisément, cette méta-analyse converge vers le même, Oui, même point d'horizon. elles sont toutes dans le même sens. Il n'y en a aucune dans l'autre sens. Mais Voilà. aucune. Dès qu'il y en a une qui est bien faite, l'HCQ est bon. Quoi. oui, L'HCQ ben, guérit. puis on le verra, mais il n'y a pas de. Mais tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Mais Vous tout le avez monde le juste sait, dit c'est que fini. parfois, Hein. même quand on est guéri, parfois quand quelqu'un est guéri, vous parlez de fibrose pulmonaire après, Ouais, ouais. vous avez remarqué. Tout faut le monde faire l'a attention. remarqué, ça va être le vrai truc. Hein, c'est que ça va être le vrai truc. Nous, on a 2 choses. Premièrement, c'est que nous, on a fait beaucoup, grâce à nos amis radiologues là, qui ont fait des efforts considérables. On a fait beaucoup de scans low-dose, donc on a, comme les Chinois font. Hein. La France avait un retard terrible aussi sur le scanner, la France est archaïque sur le scanner. Hein. Donc, on a fait des scans low-dose parce que les thorax ne marchent pas, qu'on ne voulait pas irradier les gens. Donc, on a trouvé des lésions fréquemment chez les gens qui n'avaient pas de symptômes, très peu de symptômes, mais qui étaient positifs. Et c'est vraiment une question de savoir si ces gens vont pas, eux aussi, n'ont pas le risque d'évoluer vers des fibroses, si vous voulez, qui va être la 3e phase de la maladie. C'est vraiment une question. Hein. Puis les fibroses pulmonaires, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Hein. Donc c'est une vraie question qui va se poser. Qui se posera quand? Elle va se poser là, le mois qui vient. Hein. Ah ouais. Ouais. Asymptomatique, hein. Y compris les asymptomatiques. Ouais. D'accord. Donc, si vous voulez, ça. Mais le problème, vous voyez bien, moi, je ne veux pas trop perdre de temps. C'est pour ça que je ne veux pas perdre trop de temps avec vous, avec les journalistes, parce qu'on a besoin de travailler. Nous. Donc, on a des D'accord. données colossales et que c'est plus important que de papoter sur les opinions des uns des autres. Hein.